Parce que, bon, les considérations sur la problématique, c'est tout de suite un petit peu philosophique. Donc, je pense que une série d'exemples d'étudiants que j'ai eus dans les 5 dernières années devrait pouvoir donner du corps et donner un peu de clarté sur d'éventuelles questions là-dessus. Donc, ça, c'était Clément en 2018. Et sur son premier jet de documents, il voulait faire quelque chose autour du télétravail, du management et de la motivation. Sa problématique, à ce moment-là, sa question, c'est: quels sont les impacts de la dématérialisation des relations de travail sur le management des salariés? Le seul problème là, c'est que c'est un peu descriptif. C'est-à-dire, il veut juste voir quels sont les impacts. Il n'est pas en train de regarder des choses sous-jacentes, des choses alternatives, d'autres manières de voir. Mais au moins, il est déjà pas en train d'idéaliser le phénomène. Il n'est pas en train de présupposer un certain nombre de choses. Je ne le vois pas être déjà dans le jugement. Au moins, c'est descriptif, c'est une bonne base, hein. Quels sont les impacts de quelque chose sur quelque chose? C'est déjà une question qui vous amène à pas trop formater votre réflexion. 2 mois plus tard, il me renvoie un nouveau document dans lequel il a changé sa question et là, il y avait un problème. La question devient: «Comment le management peut-il gérer la flexibilité des équipes éparpillées par le télétravail?» Et là, je lui dis: «Attention, vous êtes en train de passer du mémoire au rapport professionnel». Le rapport professionnel, c'est très important et c'est très bien. C'est juste, c'est pas un mémoire, c'est pas grave, c'est 2 exercices très différents parce que là, s'il est sur comment gérer, il est en train de chercher des recettes de cuisine. Il est en train de chercher des réponses. Il veut plus poser une question, il ne fait que poser une question pour apporter des réponses. Et ça risque de complètement cadrer parce que si vous partez en vous disant: «Comment le manager peut-il gérer?», vous allez complètement, regarder le phénomène sous un angle très, très particulier et réducteur, du truc pratico-pratique. Alors je lui dis: «Attention au rapport pro», donc il retourne travailler sa problématique et au final, dans, le mémoire, ça devient: «Dans quelle mesure la déspatialisation perturbe-t-elle les équilibres de pouvoir classiques entre managers et subordonnés?» Dans quelle mesure la déspatialisation perturbe-t-elle les équilibres de pouvoir classiques entre managers et subordonnés? C'est encore un petit peu descriptif, hein, dans quelle mesure, il regarde, mais il commence à problématiser, parce qu'il commence à se poser la question d'éventuellement de la perturbation, hein, que le fait de déspatialiser, le fait d'être à distance, mais on a les enjeux du sujet qui sont posés. On a un phénomène, il n'est pas idéalisé, il n'est pas bien, il ne permet pas de gérer, il peut potentiellement perturber, mais il parle aussi de dans quelle mesure est-ce que ça perturbe. Donc il n'est pas non plus en train de dire que ça perturbe tout et que voilà, il est encore un peu descriptif, mais c'est plutôt un bon équilibre. Hem, le multicanal dans le luxe, c'était un mémoire d'Aurélie en 2016. Et alors là, elle, son premier document, il foisonne de plein de choses. Il y a plein de lectures, mais dedans, je vois qu'il y a un truc qui l'intéresse. En gros, c'est le cross-canal et la digitalisation, hein. Le fait qu'avec avec la digitalisation, les gens, ils achètent plus que en magasin, mais ils vont aller sur internet, puis après ils vont aller en magasin, peut-être qu'ils vont venir sur internet. Enfin voilà, il va y avoir plusieurs canaux d'un point de vue marketing. Et en discutant, elle me dit que le secteur du luxe, c'est un secteur qui l'intéresse. Donc je lui dis: «Bah, travailler sur le luxe tant qu'à faire». Hem Et elle en vient à une question qui est intéressante. Elle dit: «La coexistence de multiples canaux de distribution peut-elle détériorer l'expérience client?» Le cas de la digitalisation des points de vente dans le secteur du luxe. Et là, c'est intéressant parce qu'elle idéalise pas du tout. Elle n'est pas en train de dire dans quelle mesure la digitalisation révolutionne-t-elle la capacité de distribution et d'achat. Non, elle dit: est-ce qu'il n'y a pas une perturbation entre l'expérience d'achat dans un magasin Chanel et le fait d'aller sur le site de Chanel? Et est-ce que l'un ne va pas dégrader l'autre? Elle problématise et résultat, les conclusions de son mémoire là sont absolument passionnantes parce qu'il y a des cas dans lesquels il y a perturbation et donc en termes de communication, de stratégie marketing, les industries du luxe pourraient complètement travailler avec elle. Et aujourd'hui, d'ailleurs, elle travaille dans un groupe de luxe dans le marketing. L'exemple suivant, ah oui, alors celui-là, il commence mal et il finit mal. Donc, intelligence artificielle et tourisme, alors c'est Adrien, il y a 3 ans. Alors ça, il me contacte, il me dit: «Je travaille dans le tourisme, je fais mon stage dans le tourisme, mon alternance dans le tourisme, je veux bosser dans le tourisme et en ce moment, il y a des choses géniales qui se font avec l'intelligence artificielle». Et dans ces cas-là, moi, je me méfie parce que s'il est déjà enthousiaste sur le sujet, il va avoir du mal à problématiser. Il arrive avec une question qui est: comment l'intelligence artificielle associée à l'importance de la mobilité va-t-elle révolutionner l'expérience client dans l'industrie touristique? Et là, vous voyez qu'en fait, la réponse, elle est déjà dans la question. Ça va révolutionner et c'est bien,
hein. On sent bien dans la formulation de la question que il arrive avec autant d'avis sur la question avant même de commencer, on a un problème. Donc Adrien, commence un peu mal avec, un sujet où il pose une question dans laquelle je vois déjà quelle est sa réponse. Je pousse un peu, je lui dis: «Non», je dis: «Vous retournez, vous allez lire des choses», et il revient avec la question: «L'intelligence artificielle va-t-elle permettre une meilleure connaissance du client et de ses attentes dans le secteur du tourisme et donc permettre une ultra personnalisation de l'offre?» Et alors là, c'est un titre de rapport professionnel, et encore une fois, un rapport professionnel, c'est hyper important et c'est rigoureux et c'est bien, mais c'est pas l'objet du mémoire. C'est une fausse question. On voit bien quand il dit: «Est-ce que l'IA va permettre d'améliorer?» On voit bien qu'il est il en est déjà convaincu, hein, et d'ailleurs quand je lui en parle, je vois bien qu'il problématise pas. Il veut juste voir comment l'intelligence artificielle va améliorer les choses dans le secteur dans lequel il veut travailler. Alors, je le pousse un peu vers le marketing expérientiel pour qu'il se rende compte qu'il peut y avoir de la détérioration de l'expérience client. Et je lui fais lire aussi des choses sur le management de l'innovation, parce qu'il y a des innovations parfois où ça a beau être une innovation, les gens ils veulent pas l'utiliser. Il lit ça et il revient 3 semaines plus tard en me disant: «En quoi l'innovation technologique permet-elle une amélioration de l'expérience client?» Ah, pareil, hein, la réponse est dans la question. Alors là, je vous avoue qu'on est courant février, que la deadline du mémoire, c'est dans 3 mois. Et donc moi, là, à ce moment-là, je laisse tomber. C'est-à-dire il faut sauver les meubles, parce qu'un bon mémoire, c'est un mémoire qui est validé. Mais mon travail à ce moment-là, c'est de sauver les meubles. Donc ça a donné un mémoire médiocre, qui a été validé de justesse et dont les conclusions peuvent aider personne. Et bah, ces conclusions, elles sont descriptives, elles sont plutôt pauvres. Hem, pour vous donner un exemple de problématisation et de conclusions qui sont riches, ça c'est une étudiante que j'ai eue il y a pareil, c'était la même année, Marie, dans sa boîte, elle se rend compte qu'il y a un faible taux de turnover, et en RH, on dit souvent qu'un faible taux de turnover, c'est plutôt bien parce que ça veut dire qu'il y a peu de coûts d'embauche et de formation. Ça veut dire que les gens ont de l'expérience, ça veut dire qu'en général, les gens sont satisfaits parce que ça veut dire qu'ils partent pas. Mais elles sont une ambiance qui est un peu bizarre. Donc dès le début, elle me dit: «Moi, en RH, on m'a dit dans mon cours de RH, on m'a dit que le faible taux de turnover, c'était bien, mais moi, j'ai l'impression que dans ma boîte, c'est pas si simple». Et en fait, je lui dis: «Bah, vous discutez avec les gens, essayez de voir un peu, qu'est-ce qu'il y a derrière votre sentiment?» Et en fait, elle se rend compte que en fait, les gens, ils veulent pas partir parce qu'ils sont là depuis trop longtemps, ils sont trop âgés, ils sont trop spécialisés et ils ont pas de perspective. Elle creuse encore un peu, elle se rend compte que tout le monde, en fait, est en rupture de contrat psychologique. C'est-à-dire, ils font leur contrat de travail, mais en termes d'investissement, d'engagement, de motivation, il y a quasiment plus rien. Et donc, sa problématisation, c'est en fait de renverser la lecture «habituelle» entre guillemets de la situation, en apparence positive, hein. On a un faible taux de turnover, donc les gens ils sont contents, ils partent pas, c'est une bonne chose. Hem et son mémoire là, il est passionnant en conclusion, parce que son mémoire, il est pas du tout théorique, il est très pratico-pratique, et elle a permis de voir différemment une situation, de révéler des enjeux qui étaient, cachés, et donc de pouvoir les adresser et envisager de changer les choses. Et je pense que ça aurait beaucoup aidé ses managers de lire, son mémoire, et de l'embaucher derrière. Elle n'a pas été embauchée, et de l'embaucher pour essayer de mettre en place, quelque chose d'un point de vue RH. Donc pour conclure sur ce à quoi vous pouvez faire attention quand vous formulez votre problématique, c'est un, attention à ne pas idéaliser. Attention à l'idéalisation la révolution, technologique, c'est bien, l'IA, c'est bien, l'innovation, c'est bien, les nouvelles stratégies marketing, c'est bien, et puis même, hein, l'écologie, c'est bien, la RSE, c'est bien. Attention aux idéalisations, qui enferment nos questionnements. Heu heu heu, une fois qu'on se débarrasse de l'idéalisation, on peut vraiment se questionner, c'est-à-dire mettre en question, s'interroger et questionner nos propres, manières de penser et de voir, nos propres visions, hein, donc et dernier élément, et c'est vraiment un effort d'imagination, c'est-à-dire: est-ce que les choses pourraient pas être autrement? Depuis quand est-ce qu'on fait les choses comme ça et pourquoi on les fait comme ça? Donc voilà pour les bases de comment formuler une problématique. Il n'y a pas de recette miracle parce que ça dépend du sujet, ça dépend toujours de votre curiosité, votre intérêt et de qui vous encadre, hein. Comme j'ai coutume de le dire, ce que directeur veut ou directrice veut, Dieu le veut, parce que c'est la personne qui va vous évaluer, donc faut quand même, prendre ça en compte. Mais à partir de ça, et avec ces exemples-là, je pense que ça peut vous aider à formuler, des questions, des questionnements, des problématiques qui vont pouvoir être la base d'un mémoire. Il faut aussi prendre un peu son temps, pour que ce questionnement, cette imagination puisse émerger, mais ça se fait en même temps que le reste. Il faut que ça se fasse en parallèle de lire la littérature académique. C'est de ça dont je veux parler après.